Au Bénin, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission 100% Bénin. Plus de doute, le 6 mars, soit dimanche prochain, consécutivement à la dernière décision de la Cour constitutionnelle, le peuple béninois sera enfin aux urnes. Et ce, après le rendez-vous manqué du 28 février. L'inquiétude, c'est désormais autour de la qualité du scrutin à organiser à la dite date. À ce jour, des localités entières attendent toujours le précieux sésame. La carte d'électeur ailleurs, c'est tout un département qui ne sait pas où donner de la tête. L'Atakora, par exemple, pour ne pas en nommer. L'équation serait toutefois résolue en partie avec le recours à la carte Lépi Génération Sakala-Fia. Mais pour quel résultat s'interroge plus d'un. Tribune libre, Bénin donc Tribune libre, c'est en partie le menu du jour. Il sera gagné de deux autres préoccupations. L'opportunité de la délivrance des procurations dans le méli-mélo actuel et l'issue possible du bras de fer entre l'UNAMAB et la Sénat au sujet de l'article 28 du Code électoral qui dispose, je cite, le coordinateur est désigné prioritairement parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite. Fin de citation. Ces préoccupations ayant fait le chou gras de bien des organisations de la société civile, quel est le regard, mieux la touche des candidats en lice sur ces sujets? Somme toute de grands enjeux. Deux représentants de deux des 33 candidats en course pour la Marina sur ce plateau pour porter le voix. Notre dossier du jour portera sur la très controversée affaire ICC Service en son volet remboursement des spoliés. Si, au sujet de cette affaire, les différents gouvernements du régime finissant ont successivement échoué, le candidat Abdoulaye Biotane promet émerveiller le peuple béninois. Pas un centime ne restera impayé. L'ancien directeur Afrique du FMI en fait pratiquement un défi personnel. Mais comment est-ce possible et par quel mécanisme? Jacques Ayadi, président du MARIB, le mouvement ad hoc pour la réhabilitation d'une image du Bénin, désormais porte-parole du candidat, nous édifiera sur la question. Mais avant de le retrouver, l'instant revue des titres des journaux. Désormais confortablement installé pour la revue du jour, Johannes Tawano. Johannes, bonjour. Joël Yetondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Les quotidiens béninois n'ont pas dérogé à la tradition. La campagne continue de battre son plein, même à la une des journaux. Absolument, Joël Yetondi, la campagne rythme la une des journaux. Il y a également, vous en avez parlé, de la sortie de l'UNAMAB sur la Sénat par rapport à la publication de la liste des coordonnateurs d'arrondissement. Il y a aussi la lettre de Jean-Paul Monchot, ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République du Bénin, qui fait réagir les confrères de la presse écrite. On démarre donc avec Actu Express, présidentielle 2016. Sébastien Germain à Javon, le choix, deux raisons pour un Bénin qui réussit. Périple électoral du grand rassembleur dans la Donga, le général Bian met le turbo sur Basila, Waké et Dougou. Cocorico Info, le gratuit béninois. Sébastien Ajavon à la rencontre des jeunes pour une meilleure offre de l'énergie et de l'emploi. Violation du code électoral par la Sénat, l'UNAMAB met la pression sur Tiando. Les magistrats menacent de se retirer du processus électoral. Info Sud, campagne électorale présidentielle 2016, un week-end mouvementé pour Ajavon et ses militants. La Nouvelle Gazette, allégation mensongère d'un diplomate aigri, le limogeage de Jean-Paul Monchot se justifie. Aveuglé par ses liens avec le Maya du coton, il trahit tous les principes diplomatiques. Croient savoir nos confrères de la Nouvelle Gazette. Campagne pour la présidentielle de 2016 en manchette. Emmanuel Cohy fait une bonne moisson pour Ajavon. 2 jours de caravane et la vague bleue emporte tout Godomain. La Nouvelle Tribune. Révision de la Constitution pour un 3e mandat. C'est Confidence qui cloue le bec à Yahi et ses partisans. Et puis dérive régionaliste et pyromanie, l'Alliance ABT demande la destitution de Boni Yahi. Le confrère de la matinée, campagne présidentielle 2016, tel un amiral de vaisseau, Ajavon Sébastien Germain conduit sa barque vers la victoire finale. Ses propositions séduisent, sa crédibilité force l'admiration et ses œuvres sociales
plaide pour lui. Toujours avec le confrère, élection présidentielle au Bénin, Michel Adjaka clarifie le vote par procuration et rappelle ce que dit la loi. Le coopérant, le président Adrien Mbedji, à propos du choix de Lionel Zinsou, nous voulons mettre fin à la ségrégation basée sur l'appartenance politique. Le patron des Tchoko Tchoko montre le chemin à suivre aux Béninois. Le grand matin, débrayage au centre commun de pré-dédouanement, déjà des difficultés pour le GUOCE. Toujours avec le grand matin, scrutin du 6 mars, alerte contre une fraude massive. En manchette, pour finir, campagne électorale, l'entrée de Ajavon à la Marina se précise. Le pays émergent. Lors de son meeting à Kétou samedi, Sébastien Ajavon déclare « Je ne veux pas aller au second tour » et Toulouémé Plateau lui promet le chaos. Le télégramme, la vague GGR en campagne dans la Donga, le général Bion déroule le rouleau compresseur à Basila Waké et Djougou. Et puis présidentielle de 6 mars 2016, Christian Laïndé lance officiellement sa campagne. L'économiste, tentative de révision de la Constitution, mauvaise gouvernance, imposture, les vérités de Jean-Paul Monchot. L'événement précis, campagne du candidat de l'Alliance FCBE, RB, PRD et consorts, Zinsou reçu en triomphe dans le Monokoufo présidentiel 2016, Sébastien Ajavon accueilli en pompe à Adjara et à Pobé. Et puis, révélation de l'ex-ambassadeur de France au Bénin sur les manœuvres de Yahi de réviser la Constitution pour un 3e mandat. Jean-Paul Monchot donne raison à Talon. Voilà donc avec l'événement précis. L'expression à présent tentative de révision de la Constitution. Monchot est clair sur les vraies ambitions de Yahi et pour des propos jugés régionalistes. ABT réclame l'application de la Constitution à Boni Yahi. L'opinion aujourd'hui face à la presse nationale et internationale vendredi dernier. Zinsou exhorte les populations à ne pas vendre leur vote. Et puis à cœur ouvert avec la jeunesse, Ajavon promet des emplois sécurisés. La nouvelle génération présidentielle du 6 mars 2016, Lionel Zinsou, satisfait du déroulement de la campagne. Et puis présidentielle 2016 toujours, Sébastien Ajavon expose ses ambitions en faveur de la jeunesse. Soleil levant pour boucler ce premier tour. Lettre mensongère d'un diplomate aux abois, Jean-Paul Monchot en vieux colon mercenaire affairiste. Échange de l'homme de Diefa avec les élus de la capitale, Sébastien Ajavon scelle son lien avec Porto Nouveau, les ténors PRD désormais entre la peur et l'incertitude. Et puis, décision portant nomination et attribution des coordonnateurs d'arrondissement pour les consultations électorales, l'UNAMAB s'indigne et somme la Sénat. Déclaration de presse de l'UNAMAB, c'est à lire dans les colonnes du Soleil Levant. Joël Yetonji, ce sera tout pour ce premier tour de la revue. Merci bien à vous, Joanne Estorano. Rendez-vous donc dans une trentaine de minutes pour le second tour de table. En attendant, l'heure est à la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise, juste après ceci. Sébastien Germain Ajavon est la personne idéale pour un peuple assoiffé de mieux-être social, de justice. Candidat à l'élection présidentielle, il promet de transformer le Bénin au bout d'un quinquennat et s'engage dans une rupture apaisée pour un changement profond. L'emploi des jeunes, l'électrification du pays, le développement économique, la croissance portée par l'agriculture, la priorité à l'éducation et à l'enracinement des valeurs, autant de thématiques que traite son projet de société. Convaincu que nous réussissons tous ensemble, Sébastien Germain Ajavon prend fait et cause pour bâtir un Bénin qui sourit et qui réussit, lui que le peuple sait déjà, vrai développeur et bienfaiteur. Convaincu que l'union fait la force, Sébastien Ajavon est soutenu sur tout le territoire. La croissance à 2 chiffres, oui, il va le faire, car il sait le faire. Votez et faites voter pour le développement de votre commune. Christian Lagnidé, le vrai candidat des communes et de l'unité nationale.
Sur ce plateau de BD Tribune Libre, le tout dernier pour le compte de ce mois de février, deux invités, Kamel Mas-Savi, expert électoral et représentant du candidat Robert Guian. Kamel, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Sur ce plateau également, Donclam Abalo, porte-parole du candidat Sébastien Adjavon. Donclam Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. La vague bleue se porte très bien. Merci pour la précision. À moins d'une semaine de la présidentielle, les magistrats menacent de se retirer de la suite du processus, sauf strict respect de l'article 28 du Code électoral. Sur la question, on a à peine entendu les candidats dans le vôtre, je veux dire Kamel Mas-Savi. La préoccupation serait-elle sans intérêt pour vous ou carrément saugrenue? Non, pas vraiment. D'abord parce que cette sortie des magistrats vient dans un mélange de faits divers qui sont relatifs au scrutin et qui dénotent de part et d'autre d'une volonté, je ne sais pas celle de qui, d'organiser le scrutin dans un certain désordre. Et nous, on est inquiets. Et aussi bien pour les magistrats que nous comprenons parfaitement et nous pensons que l'application de l'article 28 s'impose, aussi bien pour eux que pour d'autres aspects du scrutin, notamment la question des cartes d'électeurs qui sont mal distribuées, le fait qu'on va se retrouver avec 2 cartes et d'autres facteurs sont pour nous des sources d'inquiétude de première taille. Et nous avons extrêmement peur au niveau de l'Alliance GGR qui est de la fraude électorale. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des possibilités de fraude qui sont immenses et qui font aussi notre inquiétude, autant que la sortie des magistrats. Donc la Mabalo, c'est aussi le cas. La peur s'empare déjà de la vague bleue de gigantesque, pour reprendre autrement les termes de masse, gigantesque fraude en vue. Non, je ne peux pas dire que la peur s'empare de la vague bleue. De toutes les façons, nous avons une certaine sérénité. Mais cela ne nous empêche pas de dénoncer ce qui se passe là. Vous savez très bien que l'un des reproches fondamentaux que nous faisons au gouvernement du docteur Thomas Boniaï, c'est bien évidemment la mauvaise gouvernance. Et là encore, nous venons d'avoir une preuve supplémentaire de cette mauvaise gouvernance. Depuis 10 ans, on n'a jamais pu organiser des élections à bonne date. Et ça, vous le constatez mieux que quiconque. Et aujourd'hui encore, je pense que nous aurons les élections les plus catastrophiques parce que justement, on ne s'est pas préparé à temps. On savait très bien que dans 5 ans, ou que tous les 5 ans, nous organisons des élections au Bénin. Pourquoi est-ce qu'on ne s'y est pas pris tôt? Et pourquoi est-ce que le président... Laissez-moi la gouvernance... Oui, vous y allez, mais on veut savoir. Mais la gouvernance de Yahya a quoi à voir avec la décision de la Sénat? Qui est-ce qui organise des élections? Dites-moi, qui est-ce qui organise des élections? Qui est-ce qui organise des élections? C'est bien le gouvernement. Une excuse pour la Sénat? Non, ce n'est pas. En fait, c'est une complicité que nous constatons. Parce que même au niveau de la Commission électorale nationale autonome, nous avons des représentants du gouvernement. Mais regardez très bien la configuration de la Sénat. On vous dira que telle personne appartient à tel bloc politique, telle personne n'a pas intérêt à ce que les choses se passent de telle façon. Et ça, c'est des choses à dénoncer. Pendant longtemps, ou je dirais même tout le temps, le président du COSLEPI nous a rassurés. Il nous a dit qu'il n'avait pas de problème. Il ne s'est jamais plaint du manque de déblocage de fonds, rien du tout. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant le fait accompli. Et pour en revenir au cas des magistrats, est-ce que vous pensez que lorsque la loi dit qu'il faut épuiser la liste de tous les candidats, tous les magistrats candidats, et qu'on décide simplement de laisser de côté certains et de les remplacer par des gens, voyez-vous, ça aussi, ça en rajoute, n'est-ce pas, à la volonté de la fraude et puis la question des procurations. Cette question est une question fondamentale. La question des préoccupations. Oui. Mais par rapport à la situation des magistrats ou leurs préoccupations, mais la Sénat a répondu. Les magistrats n'auraient pas leur papier à jour. Et le ministère de la Justice a envoyé une liste de gens qui, ont le papier à jour. Mais qu'est-ce que vous appelez papier à jour? Ah, ce n'est pas moi, c'est la Sénat qui dit. Est-ce que la Sénat nous a donné les précisions sur les papiers? Vous avez écouté M. Michel Adjaka, le patron de l'UNAMAB. Eh bien, l'UNAMAB n'a même pas directement discuté avec la Sénat. Entre la Sénat et l'UNAMAB, il y a eu le ministère de la Justice. Alors quelque chose a dû se passer quelque part. Vous pensez que les magistrats, c'est un corps d'élite? Vous pensez qu'on peut leur parler de papier non à jour? Vous croyez à cette thèse-là? En tout cas, nous ne croyons pas à cette thèse-là. Vous voyez toujours la Sénat dans un jeu. Nous pensons qu'il y a un complot ourdi contre la démocratie et que ces élections-là, ils savent déjà qu'ils ont perdu.
Et ça, nous le disons de façon claire et simple. De toutes les façons, une chose est sûre, le président de la Cour constitutionnelle a déjà dit que nous ne repousserons pas la date des élections, mais ça va se passer dans une cacophonie jamais vue dans ce pays. C'est bien dommage pour la démocratie, c'est bien dommage pour tous les efforts que nous faisons depuis bien des années pour imposer ce système démocratique chez nous au Bénin. C'est simplement dommage. En tout cas, l'UNAMAB Tempête, elle ne compte pas être complice d'une élection peu respectueuse du code électoral. Et là-dessus, un ultimatum de 4 jours a été donné à la Sénat. Mais lentement, mais sûrement, on va vers l'expiration de ce délai. Sinon, demain, c'est le deadline. Que risque-t-il de se passer, vous, expert électoral? D'abord, il faut, avant ça, rappeler qu'il y a 3 niveaux de fraude dans un scrutin en général. Et dans le cas du Bénin, c'est ça qui est quand même inquiétant, c'est qu'il y a possibilité de frauder aux 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau primaire, où on peut, par exemple, emporter des urnes, on peut embourrer, on peut empêcher les gens de voter, on peut bousculer... Après 25 ans de démocratie au Bénin, on peut toujours partir avec les urnes. Peut-être pas de cette manière, mais il y a possibilité toujours, par exemple, d'introduire dans le processus, et ça c'est au niveau de la deuxième étape, d'introduire par exemple des urnes qui ne sont pas identifiables. Parce qu'il n'y a pas eu d'abord au niveau de la Sénat, c'est surprenant qu'au Bénin, on retrouve des gens qui occupent des postes assez importants et qui roulent pour un candidat et qui ne s'en cachent pas. C'est quand même extrêmement inquiétant. Et donc, je reviens en disant qu'il y a 3 niveaux de fraude. Il y a donc le premier niveau, la première étape, où on peut frauder sur le terrain, on peut, par exemple, perturber des fiefs de l'adversaire pour annuler des voix pour l'adversaire et tout ça. Et il y a la deuxième étape qui est celle du transport des données vers les organes compétents, notamment la Sénat et puis après la Cour constitutionnelle. Donc en route, et puis avoir une sorte de remplacement d'une. Et la troisième étape, c'est la fraude institutionnelle. Et généralement, elle est au service du parti au pouvoir. Et c'est vers ça qu'on va le plus au Bénin, parce qu'on a la Sénat, d'abord la Cour constitutionnelle qui est acquis à la majorité présidentielle. Ah, mais pas ça, c'est une institution neutre. Neutre, disons-le, mais dont la nomination des membres est quand même sous un contrôle important du chef de l'État. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on s'est rendu compte depuis quelques années qu'il y a une sorte de, je ne veux pas dire de manque de fiabilité, mais on constate au niveau de la Cour constitutionnelle une sorte de docilité à l'égard du parti au pouvoir, donc notamment du président Yahi Boni, et la méthode même un peu autoritariste et excessive de Yahi Boni concourt à s'emparer, à s'arroger tous les pouvoirs et à s'emparer de toutes les institutions. C'est très très inquiétant. Et cette Cour aura le dernier mot pour le scrutin, c'est extrêmement inquiétant. Au niveau de la Sénat, comme je l'ai dit, on a retrouvé une sorte de regroupement de partis. Là n'est pas le problème, mais que des membres qui représentent ces partis à la Sénat et qui aujourd'hui forment une majorité quasi écrasante se permettent de garder ou d'afficher leur candidat même à la télé, il y a de quoi s'inquiéter énormément. Et moi, je pense que tout est mis en jeu pour qu'il y ait une fraude. Et l'ultimatum de l'UNAMAB qui tire à son terme, vous en dites quoi au niveau du GGR? Au niveau de GGR, nous pensons qu'il faut appliquer l'article 8, donc il faut absolument qu'il y ait une discussion au niveau entre la Sénat et les magistrats, sans intermédiaire. Parce que le fait que le ministère de la Justice, et donc qui est un peu membre du gouvernement quand même, de l'exécutif, s'implique, montre une volonté de cacher quelque chose. Il n'y a pas de difficulté. C'est des adultes, les gens, ils ont toujours des relations institutionnelles plus ou moins cordiales et correctes. Il n'y a aucune difficulté que la Sénat et donc les magistrats discutent de ça et trouvent une solution assez rapidement. Si la solution n'est pas trouvée, on avisera au niveau de Robert Bihan, donc oui, de l'alliance GGR, de ce qu'on fera. Mais ce qui est sûr, on est dans le cadre d'une alliance quand même pour la rupture, qui est une alliance de plusieurs candidats de grande importance, et la décision va sans doute se prendre à un niveau élevé suite à la concertation. Donc à Mabalo, la décision va se prendre à un niveau élevé de la coalition. Vous en faites également partie. Mais là, les magistrats n'ont pas donné que l'ultimatum. Il a été ajouté. Si rien n'est fait, alors les magistrats vont se retirer purement et simplement du processus en cours. Oui, c'est vrai que les magistrats ont dit ça et je crois qu'il faut s'en inquiéter parce que si les magistrats se retirent, ça fait plus d'une centaine de retraits. Je me demande comment la Sénat va s'organiser en si peu de temps pour remplacer très vite ces magistrats qui vont refuser d'abord d'aller à la formation parce qu'ils ont dit clairement et ensuite d'être déployés sur le terrain. Ce qui m'inquiète personnellement, c'est que jusque-là, la Sénat n'a encore rien dit sur cette situation. Alors il dit que le déploiement devrait se faire 7 jours avant le scrutin. Ça a déjà
commencé. Est-ce que vous savez qu'on a déjà commencé par déployer des gens quand même sur le terrain? Vous savez très bien que j'ai l'impression, et ça c'est mon intime conviction, que la Sénat, c'est comme de l'eau jetée sur le dos du canard. Les choses se déroulent comme si il n'y avait pas de difficulté, alors qu'en réalité, la plupart des Béninois ne font pas confiance aux institutions. J'ai suivi la publication d'un sondage réalisé il y a quelques jours par la PIAS, entendez, l'agence privée d'investigation et d'analyse stratégique, qui disait clairement que plus de 60% de Béninois ne font pas confiance à la Cour constitutionnelle et à la Sénat. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que cela vient corroborer la thèse de mon ami qui pense que la fraude institutionnelle est une réalité et tout le monde craint cela. Je crois personnellement que les institutions qui sont chargées d'organiser les élections ont intérêt à nous rassurer, la Sénat en premier et la Cour constitutionnelle également en second, si vous me permettez de le dire comme ça. Mais je ne sais pas si aujourd'hui il est possible encore de tenir un certain langage aux magistrats. Je crois que nous sommes à un processus très important. Si les magistrats se retirent, c'est grave pour ce que je pense, parce qu'on a vu le rôle qu'ils ont joué lors des élections législatives. Vous avez constaté que les magistrats ont quand même joué un rôle très important et leur positionnement, puisque c'est des hommes qui travaillent sous serment, leur positionnement peut amener les uns et les autres à se rebiffer par rapport à certaines tentatives. Mais la Sénat travaille aussi sous serment. Oui. Mais vous savez, entre le serment des magistrats et le serment des politiques qu'on retrouve à la Sénat, vous tirez les conclusions. Vous avez vu à maintes reprises, c'est vrai que les membres de la Sénat ont un régime particulier, vous le savez très bien, et j'en ai entendu certains qui s'égosillent à dire que bon, on ne peut pas les poursuivre, on ne peut pas faire ci, mais ils sont devant leur conscience. Et ils sont devant une étape importante. Donc le politique n'a que fait de sa conscience. Je pense que le politique n'est pas inconscient. Hein. Le politique sait au moins là où se trouvent les limites. Qui a intérêt aujourd'hui à ce que le pays bascule? Qui a intérêt? C'est une grosse interrogation. En tout cas, l'état de veille, on observe donc là que c'est un peu partout. Et si l'UNAMAB est déçu, aujourd'hui, c'est la plateforme électorale des OSC au Bénin qui donne également de la voix et qui s'insurge contre la manière dont se fait la production et la distribution des cartes d'électeurs. Elle signale qu'un échec cuisant se profile à l'horizon et n'augure rien de bon. Mais une conclusion hâtive, non? Non, ce n'est pas hâtive. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a décidé d'imprimer de nouvelles cartes. Moi, mon problème est déjà là. À partir du moment où la loi électorale dit clairement que les anciennes cartes ont été imprimées pour 10 ans, mais pourquoi est-ce qu'on s'est précipité à un moment donné et on a dépensé des milliards pour imprimer de nouvelles cartes qui, là encore, ne sont pas sécurisées? Parce qu'on a discuté avec des techniciens, on s'est rendu compte que ce ne sont pas des cartes biométriques, ce ne sont pas des cartes sécurisées. On arrive à lire simplement et très rapidement, pour ceux qui sont les connaisseurs, eh bien, les niveaux de faille de cette carte-là. Encore une fois, on a dépensé pour rien du tout. Et c'est là que je me dis, le complot a commencé depuis. Puisque lorsqu'on a décidé d'imprimer de nouvelles cartes, personne n'a réagi, on les a fait. Et aujourd'hui, ceux qui ont eu 18 ans entre 2015 et 2016 posent problème réellement. Parce qu'on va avoir, mais dans la circulation, 2 types de cartes. Et ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que pratiquement même ceux qui ont reçu la nouvelle carte détiennent encore par devers eux l'ancienne carte. Et donc, il y a un problème. Tout est aujourd'hui rassemblé pour que nous puissions avoir des élections avec beaucoup de fraude. Et là où c'est encore plus grave, c'est quoi? C'est le système des procurations. Nous, au niveau du candidat Sébastien Germain, vous y tenez sérieusement? Oui, nous y tenons parce que nous avons eu, il y a des informations qui nous sont parvenues comme quoi, sur les listes qu'on n'a même pas encore publiées. Quel est l'état-major politique aujourd'hui qui connaît la liste électorale? Est-ce que vous connaissez la liste électorale? Non, nous ne connaissons pas la liste électorale. Écoutez, ce n'est pas une première Bénin, on ne connaît pas la liste électorale, on va aux élections. Nous sommes à une présidentielle. Et c'est très important. Bon, la liste n'a pas été publiée, on peut le faire, elle n'a pas été publiée sur Internet. Les états-majors politiques n'ont pas la liste. Mais il nous est revenu que sur la liste, il y a justement des rajouts. Il y a dans certains bureaux de vote des noms qui sont fictifs. Et les procurations, justement, vont permettre aux gens d'aller voter à la place de ces gens-là. Et donc, de faire un gonflement. Et lorsque vous faites le point sur l'ensemble du territoire national, ceux qui parlent de chaos savent pourquoi ils parlent de chaos. Et c'est pour ça que la veille citoyenne est importante. En fait, tout est réuni aujourd'hui pour que nous n'ayons pas un scrutin bien organisé. Et ça, nous sommes obligés de le dire pour que le peuple puisse comprendre. Mais ce qui est certain, et ça c'est une conviction personnelle au niveau, n'est-ce pas, de Sébastien Germain Javon, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas de figure, le 6 avril 2016, eh bien, M. Thomas Bouniaï doit passer service à quelqu'un. Pour nous, c'est certain. Et c'est ce qui compte, quelqu'un.
Alors, Ah non, Massavi. nous souhaitons que ce soit Sébastien Germain Adjavon. Ah bon? Absolument. Massavi, c'est quelqu'un, donc là, souhaite que ce soit Sébastien Adjavon. En entendant de vous écouter, puisque vous êtes dans une coalition, peut-être que vous direz aussi que c'est Sébastien, parce que je vois un vert, un bleu quelque part là. Mais en entendant de vous écouter, je ne vous prête pas des intentions. Mais la plateforme, quel diagnostic faites-vous du bilan qu'elle présente par rapport à la production, la distribution des candidatures? D'abord, il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, notamment, c'est la première fois qu'on se retrouve avec un scrutin où on aura des cadres électeurs. Mais le risque est un peu plus profond que ça. Moi, mon inquiétude est beaucoup plus profonde que ça. D'abord, il faut dire que lors des élections dernières, donc celles de 2015, législatives et municipales, il y a eu des cartes qui n'ont pas été distribuées. Donc, nous avons à peu près, selon diverses sources, entre 250 et 400 000 cartes qui n'ont pas été distribuées. Actuellement en circulation, ou bien même qui sont gardées par la Sénat. Il n'y a pas eu un officier qui a été commis par la Sénat de façon officielle pour dire qu'ils sont sous-scellés. Donc aujourd'hui, on n'a aucune preuve que ces cartes sont sous-scellées. Ces cartes sont donc indépendantes, en tout cas au service de la Sénat, qui peut en faire ce qu'elle veut à partir du moment où elles n'ont pas été formellement identifiées et mises sous-scellées. L'autre inquiétude, c'est quoi? Avec la procuration, comme le dit mon ami d'Adjavon Sébastien, donc le représentant d'Adjavon Sébastien, l'autre inquiétude, c'est qu'avec les procurations, il est possible que les cartes qui sont à peu près 400 000 ou qui peuvent atteindre 400 000 et qui sont à la Sénat, soit pendant qu'on tire de nouvelles cartes, ne soient pas distribuées. Donc on va identifier les mêmes cartes, on va les tirer en doublon, on ne distribuera pas les doublons, donc on va se retrouver avec 800 000 cartes. On ne pourra pas utiliser 800 000, on peut utiliser à peu près 400 000, donc on peut utiliser qu'une partie des doublons. Et avec des procurations, il y a la possibilité pour les gens de voter sur toute l'étendue du territoire. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que nous, à notre niveau, nous pensons que si les élections ont lieu dans cette cacophonie qui s'annonce, il est important que les gens se mobilisent très tôt et votent à l'heure. Parce que le risque qui peut arriver aussi, c'est que... Les élections le 6 mars, vous vous en doutez, la Cour a tranché. Vous dites si les élections ont lieu dans ces conditions, les conditions se poursuivent telles quelles. Rien n'a changé. Oui, la Cour a tranché, ça ne suffit pas parce que il y a encore des concertations au niveau de l'Alliance, de la rupture, donc au niveau de la coalition de la rupture. Et donc, il est possible qu'il y ait des exigences ou qu'il y ait de nouvelles demandes. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, le Bénin n'est pas prêt pour aller à des élections. Et donc, on ne peut pas dire parce que la Cour a tranché, on ira à des élections dans des conditions qui sont celles actuelles. Ce n'est pas possible. Et le taux de fraude, si on va à des élections dans les conditions qui sont actuelles, sont énormes. Et l'inquiétude est d'autant plus importante que nous sommes passés en 2011 par un chaos. Et depuis 2-3 ans, dans toutes les élections qui ont lieu dans la sous-région, il y a une tendance, il y a une propension au chaos. Et c'est inquiétant. Le Niger a annoncé d'autres couleurs, peut-être, pour préparer le terrain. Oui, parce qu'il y a une pression énorme, une pression de la communauté internationale qui est énorme. Il ne faut pas oublier que le Niger est un pays stratégique compte tenu des ressources dont il dispose. Et personne n'a intérêt qu'il y ait un chaos au Niger. Donc comme le Bénin ne l'est pas, ça peut arriver. Je ne peux pas dire que le Bénin ne l'est pas, mais je pense que Yaïbouni, il peut s'y prendre parce qu'il est obstiné par ce qu'il veut. Et c'est dans son camp qu'on annonce le plus de chaos alors qu'on est dans un scrutin qui est très très ouvert avec des candidats de très grande qualité. Il n'y a pas de raison de s'attendre au chaos. Et moi, je pense aussi personnellement que pour le Bénin, où on a des candidats qui ont autant de moyens financiers que de potentialités politiques, évoquer le chaos, ça va être une insulte. Et il y a de quoi s'inquiéter vraiment. De quoi s'inquiéter? Donc Lama Ballo, Max vient de sortir un petit mot, des concertations toujours possibles pour revoir le déroulé du processus en cours. Le 6 mars, c'est possible encore de l'ajuster? Le dialogue est ouvert. Le dialogue est ouvert. Les acteurs politiques savent très bien le danger que nous courons. Le président de la Cour constitutionnelle a dit clairement que si on décidait d'aller aux élections au-delà du 6 mars, on aurait violé la Constitution et que lui, étant garant de la Constitution, il n'accepterait pas qu'on puisse violer cette Constitution. Je ne veux pas rappeler le passé. Il y a eu des violations de la Constitution par la Cour elle-même, je me permets de le dire. Bon, nous, on ne peut rien dire. On ne fait que des commentaires par rapport aux décisions de la Cour. Mais ce qui est important, c'est aussi de savoir que le Niger vient de faire un break dans la vague de chaos qu'on a dans la sous-région. Et ça doit pouvoir être un signal fort pour ceux qui pensent qu'au Bénin, le chaos de 2011 va se répéter. Le chaos de 2011 était contextuel. Il y avait donc des réalités qui favorisaient ça. Et puis les gens ne réagissaient pas. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Et le Niger nous montre la voie. Quelqu'un qui est en prison
mais qui se retrouvent au second tour des élections. Ici, nous sommes tous libres, tous les candidats sont libres, il n'y a pas de candidat en prison. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que le chaos va être possible, surtout avec ce que nous voyons sur le terrain. Vous allez dire que la foule, ce n'est pas les votants et tout le reste, mais c'est aussi un effet psychologique très important. Alors, je demande personnellement au président de la Cour constitutionnelle de discuter avec les acteurs politiques et de s'entendre sur ce qui pourra sauver le pays, c'est l'essentiel. Parce que comme mon ami le dit, si nous allons aux élections dans ces conditions-là, eh bien, le risque de fraude est énorme. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas de fraude zéro, ça c'est vrai. Mais il faut réduire, n'est-ce pas, les fraudes, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours des esprits malins qui essaient de faire la fraude. Il faut réduire les choses pour que notre pays continue de mériter, n'est-ce pas, le nom qu'il porte sur l'échiquier international. Mais encore une fois, c'est dommage. La gouvernance IAI nous aurait amené à éprouver notre démocratie, à éprouver notre constitution, à éprouver tous les textes de loi sans exception. Et là, je crois que le prochain régime doit pouvoir s'atteler sur les tests et corriger les choses, parce qu'on aura vu les failles de notre système démocratique. Les failles du système démocratique béninois, il y a laboratoire dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, c'est sur le clin d'œil à la Cour constitutionnelle béninoise que nous allons marquer une petite pause, le temps d'établir la liaison avec la rédaction qui est déjà prête pour nous présenter le bulletin d'information matinale. A tout de suite sur 100% Bénin. Sika TV fait